qu'est-ce qui se passe dans la bouche, dans l'œsophage? Ben ouais, on s'en sert tous les jours, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça marche. La salive, ça vous plaît? C'est un peu répugnant, hein, mais en fait c'est super important. Allez, on regarde ça ensemble. Bon, la dernière fois je vous avais laissé avec Jean-Louis, hein, on avait bien parlé, on avait regardé tout ça, le système digestif, le tube digestif, tout ça, et j'avais oublié quand même deux, trois petites choses que j'aimerais rajouter avant qu'on s'attaque à la bouche et à l'œsophage, là, la vidéo d'aujourd'hui. C'est le fait que quand on ingère des aliments, tant qu'ils n'ont pas passé la barrière intestinale, ou n'importe quelle muqueuse, hein, tant que c'est pas rentré dans la circulation sanguine, il faut bien comprendre qu'ils sont toujours à l'extérieur du corps. C'est un peu bizarre, hein, parce qu'ils sont à l'intérieur, ils sont rentrés dans la bouche, ils se trouvent bien à l'intérieur du corps, et pourtant ils sont toujours à l'extérieur. Imaginez qu'on est traversé par un seul tube, d'ailleurs ça s'appelle le tube digestif, c'est pas pour rien. On est traversé par un seul tube, et tant que ce tube n'a pas permis, n'a pas autorisé les aliments à passer dans la circulation sanguine, ils sont toujours considérés à l'extérieur du corps. Alors le but de la digestion à toutes les étapes de ce processus, on va le voir dans la bouche d'ailleurs, parce que c'est facile à comprendre, c'est bien de briser en petits morceaux les aliments qu'on mange, les découper au maximum à chaque étape, pour que ces aliments deviennent des nutriments. Et pour que ces nutriments passent la barrière intestinale et viennent nourrir les cellules. Vous savez ce que c'est une cellule? C'est minuscule, c'est microscopique. Il faut bien utiliser un microscope pour le regarder. Et bien imaginez ce concept que ce que vous mangez, ces gros aliments, doivent passer à l'intérieur de cette cellule, doivent venir la nourrir. Donc il faut bien qu'ils soient microscopiques. Voilà, il faut arriver à transformer ces gros aliments en tout petits nutriments. C'est le but de la digestion. Donc voilà, je voulais revenir sur ces deux petits points avant qu'on s'attaque au vif du sujet et qu'on rentre dans la bouche. Bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais qu'on parle aujourd'hui de la bouche et de l'œsophage. Allez, c'est parti. Waouh, il est tout transformé, Jean-Louis. Et il vous a fait un beau dessin qui est un peu moche, j'avoue. Mais c'est lui, hein. Faut pas lui dire, c'est un secret. Il vous a fait un beau dessin de la cavité buccale. Bon, on va dire la bouche, on va pas s'embêter, pour pas être plus grossier. Mais ouais, on va simplement dire la bouche. Donc pour bien vous préciser, même si vous peut-être que vous n'arrivez pas à voir ce qu'a fait Jean-Louis, mais là il y a les dents et là il y a la langue, hein. C'est ce que j'ai pas écrit. Donc le but, le rôle, on va dire, de la bouche, c'est de former un bol alimentaire. Les aliments qu'on va mettre dans notre bouche, il va falloir les transformer en un bol plus ou moins unifié, une mixture, euh, afin que ce soit possible de déglutir, de faire entrer le tout dans l'œsophage et que la digestion se poursuive. Donc il va y avoir deux actions principales dans la bouche, enfin deux groupes de sortes d'actions. Une action mécanique que vous connaissez très bien, puisqu'elle est plus ou moins volontaire. C'est la mastication des dents, qu'on voit en petit ici. La mastication des dents, aussi l'action de la langue, hein, qui va brasser tout ça, euh, des, des joues, etc. Et aussi la déglutition qui est volontaire et aussi un réflexe. C'est pour ça que quand vous dormez, vous pouvez déglutir. C'est voilà, un réflexe qui est programmé plus ou moins dans votre corps. Donc d'un côté cette action mécanique, ce broyage, et d'un autre une action chimique. Alors pour l'action chimique, c'est là où ça va être un peu plus intéressant. On va parler des glandes salivaires. Donc il y a des glandes accessoires qui sont en perpétuel comment dire, fonctionnement, en continu tout au long de la journée, qui sécrètent et qui permettent d'avoir une humidification de la bouche, des lèvres, qui sécrètent une petite quantité de salive. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est les glandes qui rentrent en jeu quand on mange. Puisque je vous parle du système digestif, n'oubliez pas, hein, je vois qu'il y en a dans le fond qui s'endorment.
Et donc les glandes principales. On appelle ça les glandes principales. Il y a des glandes accessoires et des glandes principales. Les glandes principales sont la glande, enfin les glandes ou la glande, on va dire au singulier, parotide, qui est, si vous voulez, au niveau de votre... Vous prenez votre oreille et vous descendez, vous tournez, hein, à peu près. Vous faites un angle droit. Elle est relativement grande, comme vous voyez, et elle se trouve donc dans la partie supérieure de la bouche. La glande sous-maxillaire, qui est ici, donc un peu plus basse, et la glande sublinguale, qui est, comme son nom l'indique, plus ou moins sous la langue. Ces deux-là vont avoir, enfin, même les trois glandes ont des canaux excréteurs, c'est-à-dire des canaux par lesquels la salive va être excrétée dans la cavité buccale. Ces deux-là utilisent plus ou moins les mêmes conduits. Hein. Ça va sortir sous la langue et la parotide, comme je vous ai dit, ça va arriver par-dessus. Je ne rentre pas trop dans les détails puisque je pense que c'est facultatif. Le plus important, je pense, c'est d'avoir une bonne image du rôle de chaque glande et organe. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces glandes? Elles vont créer, bon, je vous ai mis un petit mémo ici hein, pour garder en tête et que vous puissiez tricher en voyant ce dont je vais vous parler par la suite. Elles vont créer évidemment la salive, elles vont sortir la salive, et dans cette salive, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a comme composant pour venir dégrader et former ce bol alimentaire. Donc, par l'action d'abord des mucines, on va permettre à ce bol alimentaire d'être un peu gluant. On va le lubrifier. Parce qu'il faut que ce bol alimentaire, il glisse après partout, dans l'œsophage, dans tous les autres organes. Et on va voir qu'il y a toujours cet aspect muqueux qui va permettre donc aux aliments, qui vont petit à petit devenir des nutriments, de glisser. Il y a l'action de l'amylase, et là on va s'arrêter un petit peu pour en parler après, et de certaines bactéries qui sont aussi là pour jouer un rôle intéressant, mais comparativement, on va dire que la salive c'est 70% de mucine, enfin d'agents muqueux, hein. L'amylase représente une trentaine de pourcents, et il y a des traces de bactéries. Voilà. Donc l'amylase. L'amylase, son rôle, comme je l'écris, elle dégrade les sucres complexes. En gros, elle s'attaque à l'amidon. Ce que vous mangez, l'amidon, on en trouve partout. Sucre complexe, donc les polysaccharides, on dit. Donc, si vous tapez sur Internet, vous allez voir que ça fait des longues chaînes de doses, donc de sucre. Et elle, son rôle à l'amylase, c'est de couper en petits morceaux, couper en plus petits sucres, ces longues chaînes. Donc, capital comme rôle. Elle s'attaque donc à l'amidon. Comme je vous ai dit, on en trouve partout. L'amidon, le riz, les pâtes, pommes de terre, il y en a même dans les bananes, plus elles sont dures, plus elles sont vertes, plus il y a de l'amidon, plus vous attendez qu'elles mûrissent, qu'elles soient tachetées de noir, plus cet amidon va se transformer en sucre. C'est pour ça qu'elles vont devenir molles et beaucoup plus sucrées. Si vous attendez encore, elles vont se transformer en vinaigre un peu. Vous sentez que ça va être un peu piquant. Ce sera l'alcool, ce sera le sucre qui sera transformé en plus ou moins de l'alcool. Et ça, c'est très représentatif du fait que quand le sucre, on lui fout la paix, on ne le touche pas, on le laisse trop longtemps, ça se transforme en alcool. C'est la fermentation, qui peut aussi devenir une putréfaction. Enfin, on va voir tout ça, mais c'est important de savoir que les bonnes choses, comme les sucres, qui sont on marche sur le sucre, nous, hein, on est des machines à sucre. On a besoin de ce carburant-là. C'est le carburant principal de la vie, de notre cellule. Le sucre qui est une bonne chose normalement, si vous en faites une mauvaise utilisation, si vous y prenez comme des manches, en gros, ça peut devenir une mauvaise chose par la fermentation et la putréfaction, par exemple. Les protéines, les lipides, tout ça. Tout ça, ça peut devenir des mauvaises choses, alors qu'à la base, ils sont là pour nous nourrir et nous faire, hommes ou femmes, en pleine santé. L'action de l'amylase, ce qui la constitue, entre autres, c'est la ptyaline. Donc, je ne l'ai pas écrit, mais je vous mettrai un petit mémo là sur ordi, en post-production. Ouais, je me la pète avec le mot post-production, mais je bidouille un truc de fou.
Mais l'action de l'amylase avec la ptyaline ne se passe qu'en pH neutre, donc à 7, donc pas d'acidité, hein, c'est un milieu, un fluide alcalin, on va dire, ou basique, un pH 7 ou supérieur à 7. Donc il faut que ce soit basique ou alcalin. Ça, c'est très important à comprendre. C'est très important que vous reteniez ça. Parce que ça veut dire que cette action de l'amylase, elle va se poursuivre, elle va commencer donc dans la bouche, à dégrader les amidons, les sucres complexes. Elle va se continuer dans l'œsophage, à l'intérieur de ce bol alimentaire, comme on a dit. Mais une fois arrivée dans l'estomac, si elle est en présence de protéines, par exemple, surtout de protéines maigres, on appelle ça les protéines maigres, l'estomac, ce qu'il fait, c'est qu'il va vouloir dégrader les protéines avec l'acidité. Parce que lui, c'est son rôle. Il envoie l'acide. Il envoie l'acide pour dégrader les longues chaînes d'acides aminés, donc les longues chaînes de protéines. Ce qui va inhiber, donc arrêter l'action de l'amylase. Et ça, c'est pour ça, on va voir après les combinaisons alimentaires, et c'est entre autres pour ça qu'il y a certaines combinaisons comme protéines maigres et amidon qu'il faut vraiment éviter parce qu'elles sont totalement incompatibles. Et c'est à ce moment-là où la digestion dans l'estomac, par exemple des fruits, ou on va continuer à parler d'amidon, mais c'est pour ça qu'à ce moment-là, l'estomac prenant le relais de la digestion, il va s'attaquer aux protéines, et l'amidon qui est au-dessus, qui est digéré partiellement, lui, on ne va plus y toucher, puisque l'amylase, elle sera morte, elle sera tuée par l'acidité. Donc, ils vont fermenter, et c'est comme l'histoire de la banane. Ça peut devenir une fermentation ou une putréfaction qui va être totalement délétère pour votre organisme. Et là, ça peut engendrer maux d'estomac, digestion très lourde, perforation des muqueuses, donc passage dans la circulation sanguine d'aliments non digérés ou vraiment de poisons comme l'éthanol ou l'alcool. Donc voilà, vous comprenez bien que à partir de bonnes choses, si elles sont, on pense que c'est des bonnes choses, hein, des légumes, etc., mélangés avec un peu de viande, on va se dire bon, ça va pas faire de mal, etc. Mais si c'est mal combiné, euh, ça peut vraiment devenir un poison. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça, puisque après, sans vouloir vraiment réformer totalement son mode alimentaire, on peut faire des bons choix, on peut s'orienter vers une meilleure digestion et donc une meilleure santé, rien qu'en mangeant toujours les mêmes choses, mais en faisant des meilleures combinaisons alimentaires. Et ça va vous soulager au niveau de la digestion, et qui dit soulagement au niveau de la digestion dit beaucoup plus d'énergie, et perte de poids, perte de rétention d'eau, perte du tissu adipeux, tout ça. Donc voilà, c'est une première approche qui est douce, puisque je ne vous dis pas du jour au lendemain, ne mangez que des pastèques, ne mangez que des melons, il faut manger que des fruits et des légumes. Je ne vous dis pas ça, même si j'ai envie de vous le dire, parce que moi je fonctionne comme ça. Mais dans un premier temps, si vous réglez cette histoire de compatibilité alimentaire et vous comprenez tout ça, vous en faites vraiment une compréhension et une connaissance, vous allez expérimenter sur vous-même, vous ne pourrez être que gagnant. Donc, on parlera plus en détail des combinaisons alimentaires, avec quoi combiner l'amidon dans quelques instants, mais je voulais vous dire ça déjà sur l'action de l'amylase, donc qui est dans un pH, un milieu neutre, et qui risque d'être inhibé dans l'estomac si jamais on fait une mauvaise combinaison alimentaire. Ok, on est reparti avec Jean-Louis qui a encore changé de costume pour un nouveau dessin. On va continuer le cheminement de nos aliments. On a vu la bouche, on va descendre. Je vous ai remis les glandes parotides et sublinguales et sous-maxillaires pour bien que vous situiez. Hein. Donc là, on est à peu près dans la bouche. Donc le pharynx, c'est simple, dans mes livres de physiologie, à chaque fois, je vois écrit le pharynx, ça sert à rien dans la digestion. Noir sur blanc. Alors ça sert quand même à la déglutition, c'est quand même l'étape importante où les aliments vont quitter la bouche pour descendre dans l'œsophage. Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant de s'y attarder. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déglutition, à la fois réflexe, mais aussi action volontaire. Donc on apprend dès qu'on est enfant. D'ailleurs, les bébés ne savent pas trop comment faire dès le début. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps et l'entraînement.
comme le tennis. Euh, on arrive à l'œsophage ensuite. Donc l'œsophage, 25-30 cm, il va pousser le bol alimentaire qu'il a reçu d'au-dessus, envoyer des matières un peu lubrifiantes pour que ça glisse mieux, mais surtout ça va être un peu les premières arrivées du péristaltisme. Cette onde dont je vous ai parlé dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, il faut regarder l'introduction, tac tac, cliquez sur le lien. Et donc cette onde, c'est en fait une onde plus ou moins musculaire, qui se déplace de proche en proche, c'est-à-dire d'organe à organe, et qui fait une contraction donc des muscles. Là je vous ai mis la coupe du tube digestif. Donc vous imaginez que le tube digestif il est devant vous, je l'ai coupé, là on le voit d'en haut quoi. Pour un peu vous expliquer que partout dans le corps, pas dans le corps, partout dans le tube digestif, c'est plus ou moins la même organisation au niveau du tube. C'est plus ou moins la même formation. Si on le regarde, que ce soit dans l'œsophage, dans l'estomac, etc., c'est toujours un enchevêtrement, une accumulation de plusieurs surfaces, on va dire, hein, entre des muscles, des muqueuses, des ganglions, qui font donc plusieurs couches et qui constituent ce tube digestif. Les muscles, comme je vous ai dit, ils vont aider à cette onde, former cette compression qui va faire descendre, par exemple, dans l'œsophage, le bol alimentaire jusqu'à l'estomac. Après, dans l'estomac, il y aura aussi un brassage du bol alimentaire pour remuer tout ça. Donc vraiment, les muscles sont importants. Donc il y a différentes sortes de muscles, les muscles lisses, etc. Je ne voulais pas trop rentrer dans les détails. Retenez qu'il y a une action musculaire dans le tube digestif. Des muqueuses, des ganglions, on pourra revenir sur l'intérêt de chacun et le rôle de chacun. Bon, moi je pense pas que ce soit à ce moment-là capital, peut-être qu'on rentrera plus dans les détails. De toute façon, vous me posez des questions si vous voulez que je rentre plus dans les détails de certaines choses. Je voulais parler un peu de l'épithélium, qui est donc cette dernière barrière qui est là justement pour protéger les muqueuses contre les produits irritants quand on mange. Donc elle tapisse un peu, c'est une sorte de moquette qui tapisse les parois de l'œsophage par exemple, pour pas que les muqueuses soient agressées. Oui, le terme de lumière c'est important parce qu'on en parle souvent. Peut-être si vous avez lu ou écouté des choses sur la physiologie et les organes, parfois on parle de lumière organique. Donc en fait c'est simplement, on va dire que c'est le vide à l'intérieur d'un organe. Si on veut donner une image qui est peut-être pas très correcte, mais c'est l'intérieur d'un organe, c'est la lumière organique. Donc le bol alimentaire va arriver dans un tube digestif qui ressemble à peu près à ça si on le coupe. Voilà. Je reviens sur l'histoire des compatibilités alimentaires. Il faut que je m'entraîne à le dire, ça aussi. Avec l'amidon, puisque aujourd'hui on parle quand même de la bouche et donc de l'amylase, comme on en a parlé précédemment. L'amidon, il faut faire, comme tout le reste, comme je vous ai dit, il faut faire gaffe avec quoi on le mange. Faire surtout attention, je vais vous donner une petite liste des mauvaises choses. Là, je vais vous l'écrire, pas sur Jean-Louis, mais parce qu'il est un peu sensible en ce moment, il est un peu... je sais pas qu'est-ce qu'il a. On en parlera après. Je vais vous les mettre en post-production, mais oui. Ce qui est mauvais de manger avec de l'amidon, par exemple, c'est les protéines maigres. Viande comme le blanc de poulet, ou les œufs, ou yaourt, faut pas le manger avec de l'amidon. Donc pain, yaourt, c'est mauvais. Si vous mettez un blanc de poulet dans une baguette de pain avec des frites, ce que j'ai souvent fait, surtout entre midi et deux au lycée, non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué que l'acidité stomacale qui va être activée, en fait, qui va être produite justement pour digérer ces protéines, vont totalement arrêter l'action de l'amylase qu'on a vu précédemment, donc vont totalement arrêter la digestion de l'amidon et de ces grandes chaînes de sucre. Donc fermentation, putréfaction de l'amidon dans l'estomac. Voilà.
comprenez bien que c'est pas du tout bon. De la même manière, qu'est-ce qui est mauvais aussi? C'est par exemple l'amidon avec les sucres simples. Là aussi, les sucres simples qui ont une digestion beaucoup plus rapide que l'amidon vont engendrer une fermentation. On peut parler aussi de l'association amidon-amidon. C'est neutre. Tout ce que je vous dis là à propos des combinaisons alimentaires, c'est les principes d'hygiénisme. C'est vraiment l'hygiénisme qui a été transmis par Shelton, Mosseri, Albert Mosseri, et même des Jérémériens aujourd'hui. Donc je m'inspire de leurs travaux évidemment pour vous donner tout ça. Mais après l'avoir expérimenté sur moi-même, je peux vous dire en tout cas que je pense que c'est la vérité. Donc c'est pour ça que du mieux que j'ai pu, je vous transmets ce message. Mais l'amidon et l'amidon, par exemple, vous mangez du riz avec du pain, enfin du pain qui accompagne du riz ou quoi que ce soit, c'est neutre. Mais c'est neutre, mais ça va être vachement lourd. On comprend bien, ça on le paye à la sortie. Hein. C'est considéré comme une association neutre. Voilà, à chacun de faire son tâtonnement et d'essayer, mais ne jamais oublier que tout est une histoire de quantité quand même. Hein. Même les bonnes choses, à trop haute quantité, sont des poisons. L'amidon et le gras, l'amidon et les lipides, c'est neutre aussi. Les lipides vont juste ralentir la digestion de l'amidon. Les lipides, c'est lourd, tout ça, ça fait un repas lourd. Donc il faut faire attention, pas trop charger en graisse, voilà, puisque comme on le verra, les lipides sont essentiellement digérés dans le duodénum, donc ce qui est avant l'intestin grêle, et l'intestin grêle en lui-même. Donc la digestion arrive tard. Dans l'estomac, les lipides, on n'y touche pas trop, donc tout ça va alourdir, ralentir, et toute digestion ralentie entraîne des mauvaises choses. Hein. Comme je vous le dis souvent, fermentation, putréfaction, tout ça c'est pas bon. Il faut que la fermentation soit le plus simple et la plus rapide possible pour qu'il y ait une meilleure digestion, une meilleure absorption par nos intestins et une meilleure assimilation par nos cellules. C'est pour ça que les monodiètes sont vraiment pour moi absolument géniales quand on rentre dans une optique de désintox. Bon, tout ça, on y reviendra. Par exemple, en bonne combinaison alimentaire, vous pouvez vous tourner sur l'amidon et les légumes verts, surtout ceux qui ont peu de cellulose. Si vous voulez mettre de la salade avec je sais pas moi, si vous mangez peu importe des pommes de terre ou quoi, ça c'est bon. Puisque les légumes verts demandent très peu de force digestive, hein. Elles sont très facilement assimilables et la digestion est très simple. Et en plus de ça, ils vont apporter des minéraux et des vitamines qui vont être totalement bénéfiques à la digestion des amidons. Au niveau de l'eau, évidemment, le principe de base, c'est de ne pas boire pendant le repas, parce que vous comprenez bien que le bol alimentaire qu'on crée là, comme je vous l'expliquais depuis le début, c'est un enrobage d'enzymes qui travaillent à cette découpe chimique des aliments en nutriments. Si vous y mettez une carafe d'eau là-dessus, vous allez diluer tout ce bol alimentaire. Vous allez faire un méli-mélo, une grosse flaque de tout ça. Donc les enzymes, elles vont être perdues dans toute cette mare, et ça va faire que entraver leur travail. Donc ne pas boire pendant le repas, mais l'amidon, ces sucres simples ayant besoin d'une hydrolyse, donc c'est-à-dire de l'action de l'eau pour être dégradé, pourquoi pas boire avant ou boire après, mais si c'est boire après, il faut faire attention aux quantités, mais pas pendant. Donc voilà pour l'eau. Voilà, il y aurait encore d'autres combinaisons alimentaires sur lesquelles on pourrait discuter et débattre, mais le plus important c'est que chacun fasse ses tests, ses expérimentations sur soi-même, voir où on se situe pour notre propre force digestive, parce qu'on n'a pas la même puissance digestive, on est tous différents, on n'a pas la même force vitale, pas le même capital, que ce soit au niveau de l'ADN,
capital génétique ou force nerveuse. Tout ça, ça rentre en compte dans la digestion. Donc on a tous, comme je dis, j'aime bien le dire, on a tous un point de départ différent. Donc il faut vraiment apprendre à se connaître, mais déjà connaître les règles, connaître le chemin, savoir que on ne peut pas sauter dans le ravin là, ça c'est mauvais. C'est déjà se donner des bonnes bases, déjà avoir voilà, ce chemin qui est clair devant nous, et sur ce chemin, tâtonner. Voilà, faire ses propres tests. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une très bonne euh, transition alimentaire pour quelqu'un qui veut perdre du poids, qui veut se sentir mieux, qui trouve qu'il a toujours une digestion lourde. Faire des bonnes combinaisons alimentaires, c'est déjà intéressant. Et puis, savoir enfin ce qui se passe dans votre corps quand vous mangez. Voilà, tout ça, là, je vous donne des grandes lignes et j'espère que ça vous servira. Allez, je vous laisse là-dessus. Posez-moi des questions, faites ce que vous voulez. En tout cas, merci pour tout. Et j'ai commencé les campagnes de Tipeee, des autres. Donc, les tipeurs, si vous voulez soutenir la chaîne, bah, ça me fera super plaisir, évidemment. Ça me donnera encore plus envie de m'investir, de gribouiller sur Jean-Louis, même s'il n'est pas content, de discuter avec vous, de poser des questions. Donc voilà, j'attends vos retours et à bientôt sur Verisme TV.